Well, good morning, good afternoon, depending on where you Bonjour are. tout le monde, Welcome ça dépend de où vous vous trouvez. to this webinar Je vous donne la bienvenue dedicated à to ce the topic webinaire social and qui est solidarity consacré economy, au social sujet and de public l'économie policies for sociale et inclusive solidaire and sustainable dans les recovery politiques processes. publiques locales pour I des am processus de Gianluca récupération Salvatori, inclusifs Secretary General et of the durables. RITSE. Je m'appelle The Gianluca Center Salvatori, je is suis in secrétaire Italy, général du RIS. working C'est un on social centre qui se economy. trouve en Italie, And qui this is travaille the avec l'économie third sociale. World LED Forum in which I participate. But C'est this le time, troisième the forum context in où which j'ai this event travaillé. takes place is Et really, le really contexte different de from ce the forum past. est important, We are très différent recovering de from one celui of du the most dernier. serious emergencies in Nous nous decades, récupérons de l'une an des urgences les emergency plus graves des that has dernières affected décennies almost all the countries of the world at et the nous same voyons time. qu'il a affecté An presque tous emergency les that pays en started même from temps. the coronavirus pandemic Il s'agit d'une and has urgence qui a caused commencé avec la a wide pandémie range de of la Covid economic and social et qui a consequences. provoqué une One of gamme the étendue few des truly conséquences global économiques et sociales. emergencies that we have experienced in L'une our des lifetime, véritables of which we urgences have globales all been et deeply locales aware. que nous avons maintenant The macroscopic et effects dont have nous been sommes a tous prolonged devenus conscients shutdown of de some manière economic équilibrée. sectors, the destruction of Quelques jobs, effets especially in some less microscopiques guaranteed areas, observables dans les formal secteurs work and économiques, le self-employment, manque de travail and garanti dans exceptional plusieurs secteurs, de areas travail putting formel, pressure on de some travail health décent, systems, and les the différentes spread pressions de of a différents sense of systèmes, social precariousness l'étendue a de la request for précarité help sociale addressed to the public sector to take charge of relaunch and constitue une demande compensation d'aide actions, and au so secteur on. public qui doit Our générer de task nouvelles today connexions pour in this compenser webinar tous ces is maux. to place the Notre social economy objectif within the lors framework de ce created webinaire by the pandemic. est Our pouvoir pandemic analyser ce needs to nouveau address contexte the créé role par la of social pandémie. and solidarity Nous economy devons nous occuper in du the rôle de recovery, l'économie the role that sociale the social et economy can solidaire play in lors de recovery. ces rétablissements. In our Elle a un rôle très meetings important dans in the cette past, récupération et lors every de nos time we rencontres repeated précédentes, that the social economy has great virtues. chaque fois que nous nous Social and rencontrons, solidarity nous economic répétions practices les are grands vertus, capable les of pratiques dynamizing local de economies, l'économie sociale et solidaire capable of allowing more sont equitable capables de access to nous employment permettre and income d'avoir un accès opportunities. plus We say équitable that à des they opportunités, contribute à to des emplois. reduce inequalities, to Il peut strengthen social vraiment cohesion, contribuer to à promote diminuer market-based l'inégalité, à output-facility, fournir une cohésion to sociale, enhance à the promouvoir localization la of the proximité des Sustainable solutions, Development Goals. à In améliorer, particular, nous we are aider aware that the social and à solidarity obtenir les economy objectifs du développement establishes a durable. link between local Ce economic type development, d'économie the établit un satisfaction lien of social entre le needs, développement and the économique improvement local, in la the quality of life satisfaction of des besoins people within the environment. et l'amélioration de la vie des personnes But the quest au sein today de l'environnement où elles se is trouvent. Mais how la does the question d'aujourd'hui est pandemic strengthen or comment rather la weaken pandémie the inherent renforce-t-elle ou reasons of the d'ailleurs social and solidarity economy? faiblit-elle ces caractéristiques de It l'économie is sociale et indeed true solidaire? that some typical En elements fait, of the social il est vrai economy que emerge certains des éléments stronger typiques from de this ces types crisis, d'économies such as d'habitude shorter surgissent plus production renforcées après ce chains type de crise, with comme par the exemple les relocalization chaînes de production of courtes, part of the processes that had been avec la offshored to the clouds, relocalisation d'une partie des or processus proximity-based qu'on avait distribution attribués à des channels tiers in provision précédemment, of social ou les and canaux de distribution environmental de services, proximité, or les again a services greater environnementaux, attention paid to the issues ou encore une facing fois people in a community, la nouvelle and so tension on. But des on the problèmes other au hand, sein de leur communauté. this Et period d'un marked autre by côté, COVID-19 has highlighted cet environnement two marqué par la trends. COVID-19 The first one a mis en relief is the deux besoins. need to face the
La première, celle de faire face à cette urgence avec des stratégies et des outils nationaux. D'une certaine façon, ceci a rétréci notre espace d'action et en espace celui des communautés locales. En fait, dans le cas des campagnes de vaccination ou d'aide de contributions économiques, ils ont eu un rôle fondamental pour le gouvernement central. Parce qu'il y a toujours un rapport entre le pouvoir central et les communautés locales. La deuxième tendance qui surgit, c'est la récupération économique et son dépendance de l'État, des autorités publiques. Les gouvernements centraux apportent de grandes quantités d'argent pour pouvoir revitaliser leur économie. Dans le cas contraire de ce que le gouvernement devait ne pas importer ses ressources, maintenant, ça s'est devenu un besoin comme jamais avant. Dans ce cadre, les politiques publiques après Covid, comment peuvent-elles incorporer des pratiques de l'économie sociale et solidaire? Est-ce qu'il y a un risque que ces interventions publiques soient plus importantes sur l'espace d'activité sociale? Nous voulons parler de ces questions avec un panel d'experts de grandes autorités du monde académique et aussi de différentes organisations de coopération internationale. C'est un panneau vraiment international que je vais vous présenter. Depuis l'Italie, Claudia Fiaschi, qui est la formatrice du troisième secteur. Elle a plusieurs rôles de représentation au niveau national. Mais l'importance est qu'elle a une grande expérience dans le secteur public, à niveau national et international et dans sa région. Puis, Edith Trinolili Adinti de l'Indonésie. Elle a fait une vaste carrière comme consultante et activiste sociale. Il s'est centré sur plusieurs questions communautaires et de participation sociale. Elle est membre de la fondation Bina Saudaya et membre aussi du membre de l'économie solidaire de l'Asie. Robert Escalan Semerena, qui se joint à nous depuis le Mexique. Il a été professeur universitaire, engagé avec tous les problèmes de développement social. Il appartient également à l'Académie mexicaine des sciences. Il est secrétaire général de l'Union des universités de l'Amérique latine, des Caraïbes. Ensuite, nous avons Luis Miguel Jurado Mancilla de l'Espagne, qui était à la tête de plusieurs mouvements depuis longtemps, en commençant dans l'année 2008, avec différentes organisations et entreprises depuis l'Andalousie. Et il fait partie du syndicat des représentations des COSETA. Depuis le Québec, se joint à nous Isabelle Gilbert, directrice de la Corporation du développement économique communautaire. Il a beaucoup d'expérience dans la sphère publique et renseigne différents ministères. Elle est maintenant la directrice du CES. De l'ensemble des études économiques et sociales internationaux. Ensuite, Fabien Calquet, directeur de l'Agence de développement de la province de San Juan. Il a joué un rôle très important dans des projets dont nous
pour le développement au sein de la province et comme je vous dis, il est l'un des acteurs créateurs des politiques qui est parmi nous aujourd'hui. Pendant la prochaine heure et demie, nous allons profiter de leur discours. Nous allons partir de 2 questions, l'une avec un contexte plus général et l'autre orientée vers l'expérience spécifique de chacun de ces orateurs. Chacun d'eux aura 5 minutes et en tenant compte du temps disponible, le public pourra utiliser le chat pour poser des questions que nous allons répondre si nous avons du temps. Commençons par la première question. En considérant le contexte après COVID-19, nous allons prendre en compte les autorités publiques au centre du contexte. Un contexte qui nous propose encore, se propose comme un acteur clé de la récupération. Le rôle de l'économie sociale et solidaire a été très important dans cet aspect. Comment croyez-vous que le rapport entre les organisations de la société civile et les acteurs de l'économie sociale et solidaire se relationne-t-il dans ce contexte? Croyez-vous que cette relation contribue au renforcement ou à l'affaiblissement de certaines conduites? Et comment ceci pourrait se passer également? Commençons alors avec la première ronde et je donne la parole à Claudia. Bonjour à tous, merci pour l'invitation. Excusez mon français. D'après les données pré-Covid fournies par l'ISTAT, Istituto Nacional de Statistiques italien, au cours des 10 dernières années, l'économie sociale est le seul secteur qui a connu une croissance, aussi bien en termes d'organisation qu'en termes de travailleurs. C'est un secteur qui a non seulement fait preuve d'une capacité de développement économique et social, mais qui a aussi joué et continue de le faire, un rôle actif et efficace dans la réduction des inégalités entre les personnes. Les activités d'intérêt général menées par les tiers secteurs en sont un exemple évident, et dans la réduction des inégalités entre les territoires. C'est justement dans le développement des territoires les plus fragiles, les sud, les banlieues et les régions intérieures, que l'économie sociale a réalisé sa meilleure performance. Le tiers secteur italien a été mis en grande difficulté par la pandémie, mais même dans cette situation d'urgence, il s'est avéré un modèle gagnant de protection et de développement social. En effet, l'urgence vécue cette année a mis en évidence que sans le réseau du tiers secteur italien, qui est présent partout, l'impact de la COVID aurait été encore plus dévastateur, notamment pour les personnes qui étaient les plus fragiles et que l'urgence a fragilisé encore plus, et pour ceux qui sont devenus fragiles à cause de l'urgence. La pandémie a aussi mis en évidence que les choix du modèle de développement durable sur le plan social et environnemental ne peut plus être reporté. L'économie sociale et les tiers secteurs italiens peuvent promouvoir ces modèles de développement inclusif capables de réduire les inégalités entre les personnes et les territoires. Un modèle centré sur les personnes, un modèle dans lequel l'économie est au service des citoyennes et vise à l'équité et à la cohésion sociale et qui a pour objectif les investissements verts, la numérisation, la transition énergétique et la formation des citoyennes et citoyens conscients de la dimension globale du développement. C'est pourquoi nous sommes convaincus que l'espace de l'économie sociale est destiné à croître et que sa croissance sera d'autant plus grande si la capacité institutionnelle du secteur public aumentera. Le secteur public et l'économie sociale ne sont pas des concurrents, mais des alliés dans la construction du bien-être des personnes et du progrès et de la prospérité des communautés. Il est donc fondamental de remettre cette conscience constitutionnelle au centre et d'équiper
en conséquence, nos institutions dans la capacité politique et administrative à différents niveaux. Une autre caractéristique propre au tiers secteur italien que l'urgence a rendu encore plus évident, c'est sa capacité à construire des alliances avec différents sujets des territoires, des pouvoirs publics aux entreprises privées pour amener l'innovation, la transformation et la cohésion sociale dans la communauté. Nous avons constaté que quand différents sujets travaillent ensemble, il est possible d'améliorer non seulement l'impact des mesures d'aide publique, mais aussi celles privées, par exemple la collecte des fonds, et rendre efficaces et efficientes toutes les contributions qui peuvent converger vers un objectif commun. Avec la réforme du tiers secteur, un nouveau modèle des relations est né, basé sur le partage des pouvoirs et de la responsabilité entre l'organisme public et l'organisme du tiers secteur. Ils décident ensemble comment réaliser une intervention, quels objectifs fixer et quelles ressources utiliser. On dépasse ainsi l'idée selon laquelle l'organisme public serait le porteur d'intérêt général et l'organisme du tiers secteur l'exécuteur. Il s'agit d'un grand pas en avant pour le tiers secteur italien, qui est reconnu non pas comme un simple fournisseur de services à faible coût, mais comme un acteur de premier plan capable d'amener un changement social par le travail quotidien sur le terrain, par la promotion des relations et par une participation active en sein des communautés. Il s'agit d'une approche inédite, d'un changement de vision. Pour la mettre en œuvre, il faut une gouvernance participative ou, comme le dit la Cour constitutionnelle, il faut une administration partagée. En ce sens, la co-programmation et la co-obsession sont les instruments clés de cette administration partagée. Je pense également à cette approche en vue d'une gestion efficace et impactante des ressources futures. Je pense aux ressources du Plan national de relance et de résilience, afin de les orienter vers les véritables priorités des personnes et des communautés dans lesquelles le tiers secteur est très profondément ancré et constitue une véritable antenne pour identifier les besoins et pour créer et innover des réponses sociales efficaces et opportunes. Planifier ensemble les institutions et le tiers secteur unis de manière efficace et impactante, cela est d'autant plus nécessaire maintenant avec la mise en œuvre du plan national de relance et de résilience. La stratégie gagnante pour le développement du modèle plus durable d'économie sociale et solidaire passe aussi par là. De plus, il est nécessaire d'investir dans l'économie sociale avec un plan nation structuré et à long terme pour créer des économies communautaires capables de produire et de mettre à disposition des biens communs et des services d'utilité sociale. Nous estimons qu'il est donc nécessaire de renforcer les plans d'action de l'économie sociale afin de consolider l'économie sociale italienne et européenne et de la rendre plus nombreuse, plus forte, plus apte à répondre aux défis de l'innovation sociale et de l'inclusion sociale. Merci Claudia, merci pour ton intervention. Donc, des éléments d'intérêt, une croissance continuelle de l'économie sociale en Italie pendant les derniers ans et un apport important institutionnel du côté du gouvernement par une réforme qui a donné un cadre plus clair sur le point de vue de la législation et la nécessité, tu as parlé d'une alliance de ces deux sujets en termes de prospective future. Donc, ce sont des indications importantes sur la situation dès qu'elle est en Italie. On passe, we go now to Eri Trinurini-Adi from Indonesia. Let's talk from your point of view on this first point, the relationship between public authorities and Parlons de votre point de vue entre les autorités et le secteur dans votre pays, s'il vous plaît. Nous vous donnons la parole. Merci beaucoup. Lors de ma présentation, je vais parler non seulement de mon secteur, mais aussi de la Malaisie, des Philippines, parce que je représente également l'Assemblée. Depuis ici de l'Indonésie, nous n'avons pas de données exactes
de la situation après la COVID. Mais les données nationales que nous avons pour gérer cette microcrise et les ensembles de données nous disent que les différentes micro-entreprises ont été vraiment affectées d'une manière très proche par la pandémie, mais nous ne savons pas exactement à quel point, quel est le pourcentage. Il est très difficile depuis l'Asie, parfois, identifier, classer les différentes coopératives et entreprises sociales, notamment lorsqu'on parle de différents types d'activités commerciales. L'analyse devient très difficile et pouvoir observer l'effet sur les différentes entreprises et coopératives est difficile. Concernant la pandémie également. Mais à partir de mes connaissances, je vais essayer de vous dire également comment les personnes, et surtout les femmes les plus pauvres, avec une économie de microfinance, ont différentes difficultés qu'ils ont encore, auxquelles elles doivent faire face encore. Depuis différents rôles du gouvernement, il a été essayé de pouvoir fournir des solutions aux entreprises sociales et communautaires. Nous avons deux options devant nous, deux objectifs pour l'orientation de ces missions sociales. C'est de cette manière que nous sommes centrés sur les activités. Donc, je trouve qu'il y a un potentiel de croissance si on utilise les avantages de l'économie sociale et solidaire en Asie, parce que nous pouvons que pendant la pandémie, le rôle de la société civile devient très nécessaire. Et aussi, nous voyons que l'économie solidaire est très importante, non seulement au niveau national, mais aussi des provinces et des régions. Le rôle de la société civile, dans ce sens, doit nous aider à identifier les priorités, la portée de l'impact et à promouvoir également un meilleur système sanitaire. Donc, nous pouvons voir qu'en réalité, la demande d'une bonne économie sociale devient importante. Comme vous le savez, les organisations d'économie sociale et solidaire utilisent du capital pour différents financements comme une ressource. Et depuis une responsabilité et gouvernance responsable, surtout, ces ressources que nous pouvons utiliser sont clés pour la démocratisation des processus de la prise de décision. Alors, je peux dire également que l'économie sociale et solidaire et les entreprises basées sur ce type d'économie ont un potentiel de croissance parce qu'elles dépendent non seulement du capital social, financier, mais aussi du capital social sur lequel elles basent leur expérience. Mais ça, c'est mon expérience, encore une fois. Et elle dépend également de comment le gouvernement peut incentiver, apporter des aides pour assister ces entreprises sociales. Parce que nous savons que cette pandémie va durer encore longtemps. Et nous n'avons non plus de données importantes de la part du gouvernement. Nous savons que nous avons 40% de ces types de communautés qui sont chaque fois pires du point de vue économique. Dans les quartiers, nous aidons et les personnes de la communauté sont parvenues à s'entraider. Par exemple, dans le gouvernement de Bogor, ils ont construit un jardin communautaire et un marché local
qui a également exploité le secteur du tourisme. Donc, ça, c'est un exemple de comment cette politique sociale et ces programmes nous ont aidés à créer différents emplois et activités qui impulsent l'activité économique solidaire et sociale. Ceci a aidé la ville à continuer de croître, apporter de l'efficacité dans le fournissement des possibilités de travail aux personnes et dans le cas de l'Inde et d'autres pays de l'Asie, avec l'inspiration aussi du mouvement au nom de Gandhi, nous avons pu nous centrer sur les secteurs les plus faibles de la société. Beaucoup d'entreprises communautaires se sont également développées, consacrées au secteur agricole, l'élevage et d'autres secteurs. Beaucoup de ces activités ont dû fermer leurs portes, mais d'autres ont réussi à conserver leur activité et leur effet sur d'autres entreprises communautaires et d'entreprises du secteur. Ces secteurs ont été les secteurs les plus résilients pendant le Covid. Il est nécessaire de comprendre que le gouvernement, dans le contexte après Covid, ne peut pas travailler seul. Il faut que tous apportions, que nous apprenions que la résilience des communautés est chaque fois plus importante. Et tout ceci est clé pour résoudre les problèmes de la pandémie, mais aussi ce qui peut se passer s'il y a d'autres désastres naturels impulsés par le changement climatique et le reste de nos problèmes sociaux. Que peuvent faire les départements? Quelles politiques peuvent-ils implémenter pour aider dans ce type d'économie sociale? Depuis la planification, impulser la transparence. Je crois que par rapport à ce point, les organisations d'économie sociale et solidaire jouent un rôle très important pour impulser le capital social et devenir de vrais partenaires du gouvernement afin de pouvoir aider les plus pauvres, ceux qui ont le plus besoin d'aide. Ce type d'organisation et entreprises peuvent nous aider et nous pouvons les aider nous-mêmes en générant. Excusez-moi, nous avons peu de temps. Est-ce que tu pourrais fermer ta conclusion, s'il te plaît? Est-ce que tu pourrais diviser ta présentation et répondre à la deuxième question également? Bon, d'accord. Donc, on est bien. Ça, c'est tout pour l'instant. Je suis vraiment désolé de t'avoir interrompu. Ton point de vue, le point de vue des différents pays est également très intéressant. Vous parlez de l'Asie et il y a beaucoup de pays parce que c'est une région énorme. Mais comment on peut aider la société civile est un point très intéressant et je voudrais développer avec vous en profondeur cette interaction avec les organisations de la société civile et les organisations communautaires. Comment est-il possible d'activer une réponse de la part du gouvernement? Merci beaucoup. Maintenant, nous avons avec nous Roberto Scalan du Mexique. Est-ce que tu es ici? Est-ce que je peux te donner la parole? Je t'ai vu tout à l'heure. Oui. Je suis depuis le Mexique. Je me demande, parce que je viens de m'incorporer, j'ai mal calculé le temps en raison des différents décalages horaires. En réponse à la première question, je pense qu'en Amérique latine et aux Caraïbes, c'est la région que je connais le plus, on trouve différentes réponses
dans le rapport entre le public et le social. Pendant la pandémie, les États nationaux ont pris dans ses mains les principales questions et il n'y avait pas de choix étant donné la magnitude de ce qu'il fallait, sur ce qu'il fallait travailler. Alors, il y a eu une prééminence absolue ou très grande sur les secteurs sociaux. Et dans ce sens, ils ont abandonné pour la conscience, le social. Dans mon pays, par exemple, le président de la République n'a pas confiance dans la société civile, n'a pas de confiance dans la société civile. Il dit que la société civile, que les organisations de la société civile, ce sont des organisations qui se sont formées pour faire des affaires. Peut-être dans certains cas, c'est vrai, mais le secteur social n'est pas si social comme se pense. Mais c'est comme une manière de vie de ceux qui sont concernés. Mais en même temps, ce qui s'est passé avec cette proéminence du secteur social et face à la chute de l'économie, c'est que la société civile a dû s'organiser par soi-même ou avec très peu de ressources pour survivre. Tout le monde sait que les économies, que les produits de ces pays ont chuté et les gouvernements n'avaient pas de ressources pour soutenir les secteurs sociaux. Et ce qui s'est passé, quelque chose qui s'est passé déjà, c'était que le secteur informel ou le secteur social de l'économie était un secteur, surtout le secteur informel, c'était le secteur le plus important de l'économie. Par exemple, pour la création des emplois, ce qui le portait au PIB, mais c'est surtout dans la création d'emplois. Le secteur social ou le secteur informel de l'économie, c'était le secteur où est toujours le secteur qui a le plus bénéficié. Maintenant, cela est très important. Des pays comme le Mexique, comme le Brésil, le Paraguay, les Caraïbes, le soutien qu'ont donné les gouvernements au secteur le plus pauvre a été très bas. Ils ont été laissés à leur vie et ils ont dû survivre. Je pense que le secteur social et solidaire de l'économie peut fournir, et il y a beaucoup d'expériences au Brésil, à Costa Rica, au Mexique, en Argentine, où les organisations sociales prêtent service à la société et de manière importante, surtout dans une région du monde où depuis les années 50, c'était une région très inégale en termes économiques et sociaux. Alors, le secteur social est un secteur qui peut et qui doit décider. Je ne suis pas très sûre, je pense qu'il faut dire cela, surtout pour l'orientation politique et idéologique de quelques gouvernements très conservateurs qui existent aujourd'hui dans la région et qui pensent que le secteur social et solidaire
est la clé du meilleur bien-être de la région. Et comme les précédents expositeurs ont dit, cela peut donner un soutien à l'économie de manière importante. Il y a donc une contradiction entre la proéminence du secteur public, la non-croyance dans l'effectivité de l'économie sociale et un abandon en termes économiques, parce que les organisations sociales ont besoin, nécessitent des financements, des politiques publiques, de régulation, d'autonomie, et que les gouvernements doivent mettre en place, doivent bénéficier. Et cela ne se passe pas, ou cela se passe, mais de manière irrégulière. Bolsonaro ne croit pas du tout au secteur social. Pour lui, tous les problèmes sont les problèmes des individus, et cela, c'est autre chose. La pauvreté, l'inégalité, l'alimentation, tout cela, ce ne sont pas des problèmes de M. Escalante ou de Jean Lucas. C'est un problème social qui est lié à une structure économique, sociale et politique qui tient cette inégalité. Certainement, et avec cela, je ferme ma participation. Il faut soutenir le secteur social et solidaire de l'économie. C'est un secteur qui n'est pas simplement juste solidaire. Il est absolument nécessaire dans les conditions où habite la plupart de la population en Amérique latine et aux Caraïbes. Ce n'est pas la même chose l'économie sociale en Europe que celle que l'on vit en Amérique latine et aux Caraïbes ou en Afrique ou même dans d'autres pays d'Asie. Ce sont des réalités complètement différentes et qui exigent des politiques différentes et des orientations sociales des gouvernements que malheureusement, comme aujourd'hui le disait, que je le disais tout à l'heure, on n'a pas en Amérique latine et Caraïbes. Alors, c'est une situation difficile qui ne va pas améliorer avec la post-pandémie. Tout au contraire, je pense que le désastre qui a laissé cette pandémie, non seulement en parlant des décès, des morts qui sont des centaines de milliers, mais c'est surtout les impacts sociaux et économiques sont terribles et il n'y a pas de ressources, ni le gouvernement va apporter des ressources à la société civile pour récupérer la situation. C'est très grave. Merci Roberto, c'est très clair, c'est une photo très claire de la réalité de votre continent, de l'Amérique latine. C'est une dynamique différente de l'Europe, comme tu viens de le dire, parce que le réflexe, il y a un manque de confiance dans la société civile. En Europe, la société civile est un acteur des politiques publiques qui doit gagner son espace, mais il est reconnu comme un acteur du dialogue social. Ce que j'obtiens à partir de tes mots, c'est qu'en Amérique latine, cette auto-organisation de la société en termes de survie n'a aucun rapport avec la dynamique politique institutionnelle. C'est un fait très différent. En Europe, c'est très différent. On continue avec Luis Miguel Jurado Mancilla d'Espagne. Luis Miguel.
Merci. Merci beaucoup pour l'invitation. Bonjour ou bonsoir, ça dépend où l'on est. Je vous salue de l'Andalousie en Espagne. Gianluca disait comment évolutionnerait ce rapport entre les organisations civiles et le secteur public s'il y a encore un protagonisme. Monsieur Escalante donnait une vision de l'Amérique latine. Je vais essayer de donner une vision plus européenne. Comme président de la Confédération de travail en Espagne, en Andalousie, mais ça m'a paru très intéressant ce que Roberto vient de dire. Je commencerai par demander si le secteur public va avoir ce protagonisme que tout le monde souhaite qu'il y ait. Cela, c'est la cause de beaucoup des maux d'aujourd'hui, que l'on a aujourd'hui. Par rapport à l'évolution ou au rapport entre les organisations civiles et le secteur public, la réponse, tant que ce protagonisme public continue, et je ne sais pas si en Europe, probablement la pandémie et l'époque post-pandémie va aider à que le secteur public ait un plus grand protagonisme. L'évolution doit être d'avancer vers une stratégie vers le secteur public et les organisations d'économie sociale ou les organisations sociales. Une stratégie cohérente et en pensant à long terme, une stratégie de collaboration entre les deux parties. Pour moi, il n'y a pas un autre chemin, il doit y avoir une symbiose entre les parties, car les organisations sociales sont celles qui ont les pieds sur terre. On connaît la réalité. On arrive là où l'administration publique ne va jamais y arriver. On a une grande capacité de résilience, d'adaptation, de flexibilité que l'administration publique n'en aura jamais. Alors, en termes économiques, nous sommes très efficaces et l'impact que l'on a est très élevé. Alors, de la part des organisations sociales, on dépend aussi en grande partie de l'administration publique. On a besoin de ses ressources, de son infrastructure, ses ressources financières pour couvrir ces objectifs qui doivent coïncider et être cohérents avec les politiques publiques. Et on a besoin aussi d'une couverture législative en Europe. Ici, dans mon pays, on en a, mais il faut avancer vers cette couverture législative et être levier de notre modèle. Par rapport à savoir s'il va augmenter ou diminuer, ça dépend du type de société que l'on veut avoir. Et ça dépend aussi des limites de ce modèle économique qui est dévorateur, qui est concentré du point de vue économique. Et je ne suis pas si clair que les procès cycliques que l'on a eus vont continuer dans l'avenir. Il est possible que l'on soit dans une période d'inflexion. Alors, on sait que le capitalisme a une grande capacité d'adaptation. Je suis convaincue que l'on a besoin d'un modèle économique, social et environnemental centré sur les personnes. Et quand on parle de cela, on parle d'économie sociale et surtout coopérative. Un modèle plus inclusif et qui parie la réalité, l'égalité entre les hommes et les femmes. Alors, renforcer un modèle soutenable où l'économie sociale a un rôle fondamental. Il n'y a pas un autre chemin. Tout ce qui est aller contre l'économie sociale, c'est aller non souhaité, à mon avis. Et c'est vrai que surtout en Europe et dans le monde, il y a les organismes nationaux et internationaux et régionaux peuvent aider, peuvent écouter nos propositions et les organisations sociales, nous savons bien amener cela au concret sur le territoire. Et après, ça peut être
un instrument d'orientation. J'insiste qu'il y a des organismes comme l'ONU, l'OIT, la Commission européenne. En Europe, dans le Parlement, il y a un intergroupe d'économie sociale dans la Constitution espagnole, dans l'article 29. Il est obligé, les pouvoirs publics sont obligés à promouvoir les coopérations. On a la première présidente qui est ministre du Travail et Économie sociale. Alors, il y a des arguments juridiques pour que l'on puisse, pour que cela arrive à se faire. Mais il faut donc, on a besoin des organisations sociales. Je finis avec ce premier point. Sur quelle politique publique il faut avoir comme soutien pour soutenir l'économie sociale. Si on veut avoir un futur, un avenir plus équilibré, je pense que le protagonisme public est important. Et l'économie sociale, les politiques devraient évolutionner intelligemment en pensant à long terme, donnant de la cohérence aux politiques et en focalisant la spécificité des territoires en donnant protagonisme aux organisations dans le dessin des politiques. Et je pense que l'administration publique ou les pouvoirs publics doivent aider un entourage juridique pour le développement d'économie sociale. Et les lois qui règlent l'embauche publique doivent inclure tout ce qui a à voir avec les clauses sociales et la réserve du marché. Et je reste là, après je continue à parler dans le deuxième bloc. Merci Miguel. Et je voudrais vous rappeler que dans nos pays européens, il existe des politiques publiques de soutien économique et social parce qu'il existe des organisations sociales très structurées qui demandent ce type de politique. Alors il y a un dialogue. Ce n'est pas naturel. C'est le résultat d'une action qui mobilise les énergies. Et maintenant, nous allons passer à Isabelle du Québec. Isabelle, c'est à toi. Isabelle, c'est à toi. Bonjour tout le monde, merci de l'invitation. Alors, je partage totalement l'analyse qui a été faite précédemment par mes collègues sur le fait que l'économie sociale et solidaire est appelée à prendre une place encore plus importante et qu'elle porte en soi des valeurs et un modèle de développement qui est beaucoup plus pérenne, plus durable et plus pertinent pour l'avenir. Au Canada, au Québec, le rôle des organisations communautaires et des entreprises d'économie sociale est reconnu. Nous avons des politiques publiques qui accordent une importance très grande au filet de sécurité sociale et on en a bénéficié largement au cours de la dernière année et des derniers mois dans le contexte de crise dans laquelle on se trouve. Cependant, la valeur sociale, la valeur sociale de l'action communautaire et des entreprises coopératives est reconnue. Il en va tout autrement, à mon avis, de la valeur économique, qui, elle, est peu reconnue, ou en tout cas reconnue du bout des lèvres par les gouvernements. Je crois que si nous voulons que cette promesse de croissance du secteur de l'économie sociale et solidaire se matérialise, les États et les administrations publiques devront ajuster leur politique et leur stratégie de relance pour faciliter la croissance, la multiplication des entreprises collectives et qu'ils acceptent en quelque sorte de changer de paradigme et de diriger les sommes, les importantes sommes d'argent presque pharaoniques qui vont être destinées à la relance de l'économie vers des secteurs qui n'ont pas l'habitude de soutenir et vers des secteurs économiques où œuvrent les entreprises d'économie sociale et les entreprises collectives. Et je parle de ça parce que on dit au Québec, chasser le naturel et il revient au galop. Au Canada et au Québec, comme dans plusieurs pays occidentaux, au cours des 30 dernières années, les politiques économiques de nos gouvernements ont été orientées essentiellement sur la croissance de ce qu'ils ont appelé des secteurs moteurs de l'économie sur les exportations. Évidemment, nos gouvernements ont pris pour acquis
que si des emplois étaient créés dans les secteurs de pointe comme l'informatique, la biopharmaceutique, l'aéronautique, l'intelligence artificielle, la robotique, les technologies propres, si la croissance était au rendez-vous dans ces secteurs-là, tout le reste allait suivre. Des secteurs où on trouve évidemment très peu d'entreprises collectives, très peu d'entreprises d'économie sociale, des secteurs qui se destinent à des marchés d'exportation, alors que 95% des entreprises d'économie sociale destinent leurs produits et services à des marchés locaux. C'est donc des entreprises qui ont été oubliées dans les 30 dernières années dans toutes les stratégies de développement économique et qui risquent d'être encore une fois oubliées dans les stratégies de relance économique qui vont être mises en place. Pour les gouvernements, il y avait là une logique qui était implacable. La richesse créée dans les secteurs moteurs en termes de salaire, de volume d'approvisionnement, d'impôts et de taxes, tout ça allait générer suffisamment de demandes pour le secteur des services, pour le secteur des loisirs, pour le secteur de la culture, pour le secteur des biens de consommation courants, pour le secteur des services aux personnes, que ça allait créer suffisamment de demandes pour assurer une qualité de vie enviable à l'ensemble de la population du Québec. C'est une logique économique qui sous-entendait que les entreprises des autres secteurs qui répondent à des besoins humains essentiels, se nourrir, se loger, se divertir, se vêtir, que ces secteurs-là n'avaient pas besoin d'être soutenus par les politiques économiques de l'État. Qu'à la limite, c'était même pas très important que ces besoins-là soient comblés par une production intérieure, que c'était pas très grave de dépendre des importations pour répondre à ces besoins-là, et on a laissé aller les capacités de production locales vers dans un principe de délocalisation des entreprises. Et là est arrivée cette fameuse pandémie mondiale. Alors, les secteurs de pointe ici ont été ébranlés momentanément, bien sûr, mais ils ont tous été relativement peu affectés. Au Canada, au Québec, ces industries-là ont rapidement retrouvé leur vitesse de croisière, puis certaines ont même considérablement accru leurs activités et leur volume d'affaires. Cette économie-là, donc, continuait de rouler à plein régime pendant qu'on était, nous, enfermés à l'intérieur de nos maisons, à regarder Netflix, à commander des produits sur Amazon, à parler à nos amis sur Facebook, puis à s'apercevoir que la vie et le bonheur, c'était pas ça. Pendant que cette économie-là continuait de rouler à plein régime, nos restaurateurs faisaient faillite, nos artistes ne produisaient plus, nos personnes âgées n'avaient pas accès aux soins dont ils avaient besoin, nos centres de loisirs n'accueillaient plus les familles démunies, nos commerces locaux n'arrivaient plus à vendre leurs produits et services, nos entreprises d'économie sociale étaient laissées pour compte. Pendant que cette économie-là roulait à plein régime, nos villes, nos quartiers étaient désertés, nos relations humaines étaient réduites à néant, notre niveau de bonheur piquait du nez et les problèmes sociaux explosaient. Et nos gouvernements, aujourd'hui, se félicitent de voir le produit intérieur brut recommencer à croître. Le taux de chômage recommençait à diminuer. Ici, on est à 5-6% de taux de chômage dans la ville de Québec, même si on est encore en pleine pandémie. Alors, si on souhaite que l'économie sociale, que l'économie locale, que l'économie de proximité prenne toute sa place dans le futur, que les argents pour la relance aillent au bon endroit pour que notre société vive avec un filet de sécurité sociale et des communautés qui restent dynamiques, qui restent solidaires, bien, il va falloir que les gouvernements acceptent de changer de paradigme dans les sommes qui vont être consenties à la relance. Et je fais le souhait qu'au sortir de cette pandémie-là, on va assister à un rééquilibrage des priorités et que les stratégies de relance économique des gouvernements nationaux, régionaux, locaux seront orientées de manière à soutenir à la fois les secteurs de pointe, mais aussi les entreprises d'économie sociale, les organismes communautaires, les petits commerces de proximité qui procurent de l'emploi à beaucoup, beaucoup de gens chez nous. Ils vont pouvoir aussi soutenir à la fois les exportations puis des productions locales destinées à des marchés de proximité en alimentation, qui vont aussi valoriser
et investir dans la formation d'informaticiens, d'ingénieurs et de microbiologistes, bien sûr, mais aussi d'aides-soignants, de cuisiniers, d'artistes, de travailleurs sociaux, d'agriculteurs. Les acteurs de l'économie sociale au Québec possèdent une réelle expertise à cet égard. Ils peuvent être des partenaires de premier plan des gouvernements pour une relance économique qui va être véritablement solidaire et durable. Les pouvoirs publics au Québec se sont beaucoup appuyés au cours des derniers mois sur les acteurs de l'économie sociale pour répondre aux besoins issus de la crise. Ils sont plus conscients que jamais du potentiel de l'économie sociale, mais je ne suis pas convaincue aujourd'hui, puis on verra pour la suite des choses, que cette nouvelle conscience-là de l'importance de notre secteur d'activité économique et de nos organisations ne soit pas uniquement perçue comme utile en temps de crise, mais comme peu utile dans les périodes de croissance qui vont nécessairement suivre cette pandémie-là. Et c'est un peu le point que je voulais apporter sans avoir à répéter là, tout ce qui a été dit. Mais au Québec, notre priorité, nos priorités doivent se ressentir, puis on doit tirer des conclusions, des leçons de cette crise-là et refonder la relance sur des nouvelles bases qui soient plus solides sur le plan social, sur le plan environnemental, et à cet égard-là, l'économie sociale est toute désignée pour répondre à ce besoin. Voilà, je m'arrête là. Merci beaucoup, Isabelle, parce que tu as apporté un point de vue un peu différent d'un pays qui n'a pas été touché tellement par la crise comme les nôtres, mais que quand même nécessite, disons, ce rééquilibrage de l'appeler des priorités face à une façon de voir les choses qui ne reconnaît pas la fonction des secteurs moteurs à l'économie sociale. Tandis que, enfin, notre discours, c'est que c'est un secteur moteur à la même hauteur, disons, pareil que les autres, même s'il ne vise pas à l'exportation, parce qu'il a des racines et une importance au niveau du développement local sans lequel on ne pourrait pas penser à un développement équilibré du pays. Mais enfin, on a terminé maintenant les premiers tours. Now we have been a little bit long in time, so we need to be shorter with the next. Le temps s'est passé un peu. Il faut que nous soyons un peu plus brefs pour la plus prochaine partie. Je vous invite à parler et donner des réponses de 3 minutes. Dans la deuxième partie, nous allons parler de la relation avec les organisations publiques et le rôle qu'elles jouent. Nous savons qu'ils se centrent sur les besoins de la part des organisations face à cette nouvelle expérience dans le but d'obtenir une croissance. Vraiment. Est-ce que les organisations sont équipées ou requièrent-elles des efforts additionnels quant aux investissements, modèles d'opération? Quels sont les points forts et quels sont les points faibles à aborder par les organisations? C'est la deuxième question. Je ne vois pas de questions sur le chat, sauf une question de l'Indonésie et des pays de l'Asie. Ça, c'est pour Eri. Il demande à propos des données statistiques sur les organisations avec des fonds. Est-ce que tu pourrais répondre pendant ton intervention? Commençons maintenant par Claudia. On te donne la parole. 2-3 minutes, s'il te plaît, pour répondre à cette question. Merci. Merci. L'urgence Claudia, I made a mistake. J'ai fait une faute. Il y a encore une intervention.
de Miguel. C'est ton tour, Miguel. Je suis désolé. C'est ma faute. En premier lieu, bonjour. En premier lieu, je veux remercier et un peu vous parler, vous raconter d'où je participe. Je vous donne cette impression sur les économies sociales. J'habite dans la province San Juan, qui fait partie de 24 provinces de la République argentine. Et le gouvernement de San Juan a une question assez compliquée par rapport à la COVID, du point de vue non seulement sanitaire, mais aussi économique, social et logistique. Depuis la province San Juan, on a convoqué, pensant au moyen terme, au court terme et à long terme, on a convoqué tous les secteurs qui faisaient partie de l'économie de la province San Juan pour faire ce que l'on appelle l'accord San Juan, qui implique rassembler plus de 70 acteurs de tous les secteurs de la province, économique, social, industriel, syndical, et en particulier les secteurs de l'économie sociale, à pouvoir faire un débat et générer un développement politique permettant de faire face aussi mieux que possible à la pandémie et quelque chose de plus important à l'époque après-pandémie. En travaillant sur ce point, nous sommes parvenus à générer un ensemble de 16 propositions où tout le secteur, où toute la province San Juan, représentée par tous ces secteurs, ont pu faire leurs apports et se sentir identifiés par la façon comment cette étape allait être envisagée. Il faut mettre en relief que cette consolidation a permis la génération de nouveaux outils, soit en travaillant de façon coordonnée avec le secteur privé, ont permis de faire face aussi mieux que possible à ce que nous appelons la post-pandémie. Conclusion. Où sommes-nous parvenus? Nous sommes parvenus à incorporer des acteurs de l'économie sociale qui étaient très difficiles à visibiliser précédemment. De cette manière, on a pu rassembler et établir des liens entre les secteurs des petites et moyennes entreprises avec les secteurs les plus oubliés et les plus touchés par la pandémie. Plusieurs programmes ont été développés, par exemple, 5 points de travail selon lesquels, par exemple, ces secteurs de l'économie sociale que parfois étaient presque informels, nous sommes parvenus à les incorporer à la formalité et fournir des services au secteur des petites et moyennes entreprises de la province. Nous sommes parvenus à incorporer beaucoup de main-d'œuvre en chômage comme résultat de la pandémie dans des secteurs qui, parfois, ont commencé à demander beaucoup plus de main-d'œuvre. En même temps, la province a souscrit un accord avec le programme des Nations Unies pour le développement où on a mis en valeur le concept de triple impact. Qu'est-ce que cela veut dire? Qu'une entreprise, non seulement, ou une petite et moyenne entreprise, non seulement elle doit prendre compte de ses problèmes, mais aussi la question sociale et environnementale. Et ceci qui a été lancé au mois d'août a été très intéressant pour la province San Juan parce que cela a généré que le secteur des entrepreneurs commence à réinitialiser leurs activités avec une approche beaucoup plus étendue de développement de ce que c'est l'économie dans une province. Qu'est-ce que je veux dire? Cela a permis que, non seulement que nous puissions voir maintenant un investissement ou le développement d'une activité ou la réinitialisation d'une activité du point de vue
des revenus, mais aussi quels apports pouvons-nous faire pour que cette activité devienne importante pour la province. Je trouve, et en prenant compte du temps accordé, je trouve qu'il est très important que les développements de n'importe quelle politique d'État après pandémie, et si nous souhaitons générer ou améliorer après cette pandémie, nous devons prendre en compte l'articulation du public et du privé, où l'État, comme un acteur et qui convoque tous les secteurs, puisse non seulement écouter, mais aussi articuler des politiques permettant le développement intégral, en considérant l'être humain comme une personne et en tenant compte du soin de l'environnement. Dans la province, on a essayé de travailler à court terme avec ce type de politique, au moyen terme, en pensant comment nous allons impulser ce concept de triple impact et à long terme avec un programme très ambitieux où nous projetons la province de Saint-Jean pour les prochains 15 ou 20 années. Je crois que l'articulation et la planification est un axe fondamental de développement en prenant compte la meilleure façon comment nous pouvons traverser cette pandémie, mais que le développement vient du côté de l'articulation du public et du privé. Merci, Miguel. Très clair. Le sujet de l'articulation publique-privée a traversé toutes les interventions de ces derniers blocs et nous maintenant passons au deuxième bloc de questions. Claudia. C'est à vous, Claudia. L'urgence d'un part à Société de Desarrollo et une étude de l'autre à SHNP et des problèmes sociaux présents dans notre société depuis des années. Elle n'a plus l'urgence sociale sans précédent depuis l'après-guerre. Inégalité économique, territoriale et de genre, pauvreté, fragilité croissante de la population italienne. Les limites et les points critiques de notre système de protection sociale sont devenus évidents, ainsi que la conscience que les problèmes aujourd'hui, c'est la justice sociale, notre capacité en tant que pays à construire des façons équitables et universelles à cette opportunité. Et c'est là précisément le grand souci, car lorsqu'un système social devient unique et que la cohésion sociale s'affaiblit, les risques de conflits sociaux augmentent. Le tiers secteur a réagi de manière très créative. Il a modifié structurellement les formes traditionnelles de proximité. Il a introduit de fortes innovations dans le mode d'agir, de construire la solidarité. Et ce qui a été expérimenté au cours de ces mois de pandémie par le tiers secteur, agissant avec les collectivités locales, les régions et les pouvoirs publics et avec le monde d'entreprises dans notre collectivité locale, les régions et les pouvoirs publics, doit devenir un nouveau mode de travail. Le modèle gagnant, nous l'avons bien vu, réside dans la création de réseaux d'alliances interinstitutionnelles entre les différents acteurs publics et privés dans la communauté. Et l'histoire italienne est construite sur des solutions interinstitutionnelles de collaboration avec les tiers secteurs dans une logique de subsidiarité. Et c'est là la stratégie gagnante pour développer un modèle durable d'économie sociale et de solidarité. Pour cette raison, nous estimons qu'il est nécessaire de renforcer les réseaux de protection sociale en utilisant, entre autres, les technologies afin d'améliorer l'impact social du tiers secteur et soutenir les personnes de la communauté en favorisant la coordination des interventions, des collectes de ressources comme d'actions opérationnelles et en évitant leur fragmentation ou parfois leur chevauchement. Concevoir de nouvelles formes de protection sociale pour accompagner les nouvelles formes de travail qui concernent et concerneront les nouvelles générations, mais aussi les travailleurs actuels qui ont perdu leur emploi
Soutenir le monde de l'associationnisme, du membola, de la promotion sociale pour aider ces agrégations de citoyens à poursuivre leur œuvre consistant à établir des liens de confiance et à construire le bonheur public dans nos communautés. Créer des mesures de soutien visant à développer les tiers secteurs sous une forme entrepreneuriale et aidant à sa capitalisation, à sa patrimonialisation et à sa capacité de construire l'innovation et de nouveaux modèles d'intervention. Soutenir l'innovation technologique dans les tiers secteurs. Un investissement structurel pour établir de bonnes relations entre la communauté et les institutions publiques, les institutions privées, y compris le monde des entreprises et des finances. Réorganiser... Un minute encore. Réorganiser les modèles d'assistance au niveau public et privé, ainsi que l'investissement dans les personnes vulnérables. Il est important de considérer comment aborder le thème de la non-autosuffisance, les politiques d'investissement dans les services à domicile et dans la réorganisation des résidences. Et il est important de donner vie à des projets intégrés avec un mode de dépenses qui prennent en compte les objectifs à atteindre et non seulement de la réduction des comptes administratifs et enfin renforcer le rôle de l'économie sociale comme réponse concrète en termes de politique active de travail pour un nombre croissant de personnes en situation de fragilité qui risquent d'être exclues définitivement du monde du travail ou d'être expulsées sans pouvoir y revenir pendant une longue période. Lors des urgences d'emploi précédentes, l'économie sociale en Italie, le tiers secteur a toujours représenté un outil formidable en termes de résilience et de politiques actives du travail, non seulement pour l'inclusion des sujets vulnérables, mais aussi pour compenser le chômage produit par l'économie traditionnelle. Merci. Thank you. Thank you, Claudia. I'm sorry to ask you to be shorter, but we have interpreters that will have to leave at 45. So maximum 4 minutes. Eddie, it's your turn, please. Okay. Eri, c'est à vous. Je voudrais répondre à la question du chat sur les données de l'organisation des sessions en Asie. Des pays en Asie est différente. Depuis le point de vue de la solidarité, l'organisation et la promotion they give the certificated and accredited to the social enterprises there. So, but I give you the case from Indonesia. We don't have any data on the SSE enterprises, but we cannot say as well that only the cooperative as an actor of the SSE. The actor of the SSE, not only cooperative, but there is as well the fair trade companies and then the community-based organizations and others. So we don't have exactly the statistic data, but in general, the government in Indonesia said that 40% en général, le gouvernement de l'Indonésie, quant aux coopératives et les micro-entreprises, a beaucoup de données et comment elles ont été touchées par la pandémie. Une autre question, c'était comment améliorer les mesures de l'économie sociale et solidaire quant aux différentes mesures de transport. Dans ce cas, le gouvernement joue un rôle central. La meilleure pratique que je peux recommander, qui peut être exécutée par le gouvernement régional, et pouvoir communiquer les différents acteurs locaux dans différentes chaînes sur des territoires locaux également. Comment pouvoir également connecter les parcs urbains et les différentes activités de l'écotourisme. Alors fournir ces avantages locaux
des avantages que l'on peut apporter aux différentes provinces. Une autre approche, c'est le potentiel de transformation de la société. Alors, les réseaux que l'on peut croire entre les différents secteurs de l'économie sociale et solidaire, nous pouvons mentionner comme exemple l'une de nos commissions des réseaux entre différentes coopérations. Ceci peut être utile pour impulser la transformation des différentes sociétés et les organisations au sein de ce type d'économie. Cela affecte de différentes manières les capitales, parce que comme dans notre cas, il n'y a pas beaucoup de choix. C'est-à-dire, nous n'avons pas trop de formation sur des économies alternatives. Il reste une minute. Alors, je voudrais dire que dans ce cas, la collaboration avec le gouvernement et la société civile sont clés. Et nous pouvons faire confiance uniquement au gouvernement, parce que le gouvernement est chargé principalement de ce qui est l'économie, de l'économie principale, de l'économie la plus traditionnelle. Il faut ajouter l'économie sociale et communautaire pour le développement local. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Roberto, tu as 3 minutes. El principal enemigo de la economía social y solidaria y de la humanidad, yo creo en general, es el mercado. De l'humanité. Y el mercado, le marché, ahora, maintenant, está jugando joue un rôle muy importante, très important en el sentido de concentrar dans le aún sens más, de concentrer encore plus les ressources. La pandemia, La pandémie resaltó algo muy a souligné quelque chose de très important, la importancia de lo público. l'importance du public. Pero lo público Mais le public no fue n'a suficientemente pas été Y ya suffisamment teníamos antes de la soutenu. pandemia Avant la pandémie, una división il y avait déjà une division territoriale en todos nuestros países dans tous nos pays que apuntaban a donde qui visait el impacto del c'est mercado où ha sido l'impact más fuerte que a en été Todos plus sabemos, fort. por ejemplo, Nous savons norte de tous que le Italia nord de l'Italie es mucho más avanzado que el était sur de beaucoup Italia. plus avancé, a beaucoup plus, Y lo est mismo beaucoup plus ocurre avancé que le sud. en todos Et los la même chose se passe dans d'autres pays. Alors, Lo que va a pasar ce qui va se passer en la maintenant, pospandemia, que además, dans la post-pandémie, hay que definir eso de la pospandemia. il faut définir, Yo creo que il faut faire une la définition cuestión de del virus va a post-pandémie. seguir, pero lo À más mon avis, importante, la question du lo que va a virus seguir va más continuer. todavía, Ce qui va van a continuer ser los encore plus, impactos económicos. ce Y sont les estos van a impacts estar divididos por los sociaux. territorios, Et ils vont être porque el divisés par mercado les hoy territoires. Parce qu'aujourd'hui, ha le hecho marché a los ricos más ricos a fait devenir les y riches les ha encore plus además riches. equipado Et en con plus, il les a instrumentos équipés avec des para hacerse de instruments más riqueza pour se que faire no tienen en d'encore los plus de territorios richesses la economía qui n'ont- social y solidaria. que l'économie Y doy un sociale et ejemplo. solidaire n'en a pas. Et je La donne un digitalisation. exemple, la numérisation. La La digitalización numérisation de de la vie, hoy es un elemento le numérique fundamental est quelque chose para de hacer fondamental negocios, pour faire des para affaires, pour communiquer, para establecer pour acuerdos, établir des para accords, muchas cosas. pour beaucoup d'autres La choses. economía social y Et l'économie solidaria sociale et solidaire no tiene estos instrumentos, n'a o los tiene muy pas poco. ou ne dispose pas de tellement de ces instruments. En Amérique latine et aux Caraïbes, surtout en Afrique et dans quelques pays d'Asie. En Europe, c'est peut-être différent, mais mon impression, c'est que la post-pandémie va affaiblir encore plus au niveau territorial les territoires les plus désavantagés, qui se trouvaient dans des situations désavantageuses. Malheureusement, ils vont l'être encore plus. Merci beaucoup. Merci, Humberto. Luis, Luis, tú 3 minutos. tes 3 minutes.
Il y a une question que l'on va faire sur le chat. Si on veut changer la collaboration publique et privée pour la communication publique et sociale, il y a un risque là que les entreprises qui ont des cotisations dans la bourse soient capables de chercher cette collaboration et faire des affaires. Alors, attention à ça. Par rapport à la question, sans doute, la question qui posait dans le panneau, les mairies et les organismes vont avoir un rôle fondamental en ce qui concerne les services publics, comment l'économie sociale va couvrir certains besoins, comment on peut mettre au service de l'économie sociale des infrastructures infra-utilisées de la part des organismes locaux. Nous avons eu en Espagne des exemples très intéressants comment les entreprises d'économie sociale ont donné des réponses dans la pandémie. Pour mettre un exemple, dans le nord de l'Espagne, en fonction de ce que disait Roberto, il y a un groupe qui a mis son industrie à travailler pour des masques. Il n'y avait pas une usine qui fabrique des masques. C'est un groupe coopératif très important pour donner réponse à cela, mais aussi réponse dans le sud de l'Espagne, comment une coopérative dans le secteur de la dépendance, de l'assistance aux personnes, ont été en première ligne. Ils ont été très exposés, ils ont donné la priorité. Ils ont mis les personnes au centre. Je finis par rapport à ce que nous devons faire au niveau local. Il ne faut pas faire un modèle alternatif, mais il faut donner des réponses aux besoins qui surgissent dans l'avenir. Innovation sociale, la mobilité, les réponses au logement, l'économie des soins, des réponses énergétiques, plateformes de collaboration, etc. Et par rapport à la question de si on doit améliorer en tant qu'organisation, bien sûr que oui. Il faut mettre ces modèles à jour, il faut être plus flexible, plus numérique, beaucoup plus accessible de ce que l'on est aujourd'hui. On ne peut pas laisser que ces organisations ressemblent à l'immobilité, tout comme l'administration publique. Il faut des changements structuraux, améliorer les réseaux, l'évaluation, le suivi des activités. Alors, nous avons besoin, il faut repenser le quoi, le comment et surtout pourquoi on fait les choses. Très clair. Isabelle, c'est à toi. Très rapidement, parce qu'au Québec aussi, les organismes communautaires, les entreprises d'économie sociale ont des problématiques excusez, je m'entends traduit. Ont des problèmes liés au numérique. Ils n'ont pas accès aux mêmes infrastructures, aux mêmes facilités numériques que les grandes entreprises ou que les gouvernements, et ça pose un problème pour délivrer des services de qualité, mais pour aussi rejoindre une clientèle qui, via des voies numériques, une clientèle qui, elle non plus, n'a pas accès à ces facilités-là numériques parce qu'elles sont dans des conditions sociales plus difficiles ou économiques plus difficiles. Donc, c'est un enjeu qui est très important sur lequel on va demander au gouvernement, sur lequel les gouvernements doivent agir et doivent aider. Une autre problématique importante chez nous, c'est les salaires insuffisants offerts dans le secteur communautaire et dans les petites entreprises d'économie sociale. Et actuellement, l'État, à travers son système de santé publique, vient chercher à coût de salaires imposants les travailleurs du secteur communautaire pour les amener travailler dans le réseau de la santé qui a besoin vraiment de beaucoup de ressources actuellement. La crainte que nous avons, c'est que ces travailleurs-là ne reviendront pas vers le secteur communautaire qui leur offre des salaires souvent très en deçà du salaire moyen offert au Québec. Mais au-delà de toutes ces difficultés-là, moi, j'aimerais peut-être conclure cette deuxième intervention-là sur les opportunités réelles qu'offre le secteur de l'économie sociale pour la suite des choses. Et on a travaillé récemment sur des plans de relance
locaux, dans lesquels on a mis au jeu beaucoup de propositions pour répondre aux besoins qui ont été révélés par la crise, notamment d'avoir recours aux entreprises d'économie sociale pour soutenir les clientèles les plus affectées par la crise, et ça sous toutes sortes de manières. On a suggéré, par exemple, d'utiliser le secteur d'économie sociale pour le maintien à domicile des personnes âgées via des services de coopératives de santé, pour l'hébergement des aînés et des clientèles vulnérables avec des projets immobiliers collectifs et communautaires, pour l'offre de soutien en santé mentale via des organismes communautaires de proximité plutôt que via le réseau de la public de santé qui est souvent inaccessible, pour assurer l'autonomie, la sécurité alimentaire via des marchés solidaires, des coopératives de producteurs agricoles via des initiatives d'agriculture urbaine. On a aussi proposé de favoriser l'accès au marché public par les entreprises d'économie sociale par l'adoption par les gouvernements et les municipalités de politiques d'approvisionnement responsables. On a proposé la création d'un centre d'économie circulaire dans lequel on voudrait mutualiser des équipements, des camions, des services pour que les entreprises puissent réutiliser les rejets, leurs matières dans leurs intrants et leur production. On a proposé aussi de miser sur les entreprises d'économie sociale pour mettre en valeur et protéger les milieux naturels. Donc, on a proposé la création d'une société et d'un fonds d'acquisition pour la reprise collective qui aurait pour objectif d'acheter des entreprises qui ferment ou qui sont en difficulté financière pour les transformer en coopératives. Donc, l'économie sociale peut être placée au cœur de cette relance-là. Oui, il y a des difficultés, il y a des faiblesses au plan salarial, au plan numérique, mais elles sont facilement surmontables si on a vraiment l'intérêt pour utiliser, pour saisir les opportunités qu'offre le secteur de l'économie sociale. C'est une question de volonté, disons. OK. Absolument. Mais merci, merci. On termine par Fabien. Fabien, tienes la palabra. Fabien, c'est à toi. Tu peux finir cette ronde. Fabien. Bon, un peu, je voulais vous parler de l'expérience que nous avons ici à la province de Saint-Juan, surtout à travers l'agence d'investissement que je dirige. Nous travaillons avec les économies sociales en essayant d'obtenir l'inclusion financière par rapport sur ce point. Nous avons développé des outils assez innovateurs et nouvelles pour ce qui est notre région. Une société des garanties réciproques a été établie pour permettre l'accès financier à beaucoup de petites entreprises qui ne pourraient y avoir eu accès autrement. Aussi une entreprise fiduciaire de l'État ou qui génère des lignes de crédit spécifiques visant à la modernisation et la formation des micro-entreprises qui en auront besoin. Nous avons développé une ligne de microcrédit. Cette ligne de microcrédit, évidemment, s'est adaptée en fonction des exigences de la pandémie, qui a permis justement de pouvoir atteindre tous ces petits micro-entrepreneurs et aussi producteurs qui en ont eu besoin dans la province de Saint-Juan. Est une province surtout minière et agricole, mais l'industrie mère que nous avons, c'est l'industrie du vin. Il y a de petites micro-entreprises que nous avons atteintes à travers cette ligne de crédit, ce qui a permis de traverser d'une manière plus efficace la pandémie. Mais je ne vais pas laisser de côté d'autres activités comme le développement du projet que nous appelons des projets structurateurs. Ces projets, si vous me permettez de quoi il s'agit, ce sont des projets où une entreprise noyau se forme, mais il forme aussi sa ligne de fournisseurs, ce qui a permis l'incorporation de beaucoup d'acteurs de l'économie sociale à la formation et les amener à des standards exigés par des entreprises plus importantes. Ceci nous a permis de fournir des formations
à plus de 600 petits producteurs de la province de San Juan, générer des paquets technologiques permettant, avec les lignes de microcrédit, accéder à des améliorations, non seulement liées à l'activité productive, mais aussi à l'efficacité énergétique. Et comme tu disais tout à l'heure, je trouve très important que le noyau du problème doit se centrer sur la personne, le développement de la personne. Ça devrait être l'axe fondamental. Depuis la province de San Juan, nous avons généré plusieurs outils, comme je vous le mentionnais tout à l'heure, en pensant également que cette économie sociale est un acteur fondamental de l'activité économique de la province en général. Tout à l'heure, on parlait des coopératives, d'autres types d'associations. Nous travaillons pour générer une culture de coopérativisme. C'est là où la province, c'est là que l'on travaille le plus, en générant une culture de société à travers des coopératives qui permettent la génération de nouveaux paradigmes de développement. Dans la province, nous avons soutenu, par exemple, les poules des semences en générant des coopératives de petits producteurs qui fournissaient des semences de différents types et qui ont permis tout d'abord se développer, avoir accès à des marchés qui auraient été inimaginables autrement, mais qui ont permis que l'économie sociale arrive à l'économie comme axe de développement des producteurs économiques. Merci beaucoup. Nous devons finir. Je vous demande de m'excuser, mais je vous remercie. At the end of this rich panel, there is no time left for conclusions. It's a pity, but 90 minutes are done. Just one comment. J'ai un commentaire seulement. L'économie solidaire et sociétaire est une adaptabilité incroyable de toutes les choses que nous avons entendues. Cette approche est la plus importante pour réagir face aux besoins spécifiques. C'est ça, il faut avoir des réactions rapides et nous adapter en permanence, même face à une urgence comme la COVID-19. Nous allons finir notre webinaire. Je veux remercier tous nos orateurs et oratrices, tout le monde, tous les assistants, les organisateurs. Et je vous rappelle que vous allez trouver dans l'enregistrement de cette session dans toutes les langues, anglais, espagnol, français, dans les réseaux sociaux et sur le web. Merci encore une fois. Et je suis désolé de ne pas avoir répondu toutes les questions. Mais vous pouvez contacter les organisateurs pour continuer avec le débat. Merci beaucoup à tous et à toutes. Au revoir.